7h45 sur RTL, l'heure de l'invité politique. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Bienvenue, vous êtes député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Vous étiez très attentif à la chronique écho d'Éric Vannier à l'instant, cette hausse du prix du timbre. Je rappelle les chiffres, 12% de hausse l'an dernier, 10% cette année et donc encore 10% l'année prochaine. Ça vous choque ? Alors merci déjà de la chronique, parce que c'est un sujet, vaguement, je savais qu'il y avait des critères de plus en plus de rentabilité, finalement c'est ça, qui sont appliqués à ce qui aujourd'hui n'est plus vraiment un service public, mais qui le reste quand même dans l'esprit. On sait bien qu'il y a de plus en plus une situation d'évolution de ce qu'était PTT aujourd'hui La Poste, que je regrette, qui a amené d'ailleurs à ce que beaucoup, je pense à tous ces facteurs, ces personnels de La Poste qui sont souvent mobilisés contre le nouveau rythme qu'on leur a imposé. On sait, j'ai en mémoire ces syndicalistes d'ailleurs, qui ont été réprimés, je trouve, dans des conditions qui ne sont pas acceptables, parce qu'ils défendaient une certaine conception. J'ai envie de dire, au-delà de tout ce qu'on peut penser des modèles économiques, le bureau de poste, ça reste bien souvent, que ce soit en milieu très urbain ou en milieu rural et semi-rural, un endroit très important. Oui, et c'est perçu comme un service public par beaucoup de nos auditeurs. Est-ce que ça vous choque Oui, ça choque, d'autant qu'après il faut l'ajouter à l'augmentation du prix du gaz, il faut l'ajouter à l'augmentation du prix de l'électricité, toute une série de choses qui étaient ces grands fondamentaux en France de services publics qui progressivement, leur capital ont été ouverts. Enfin, chaque fois la situation est un peu différente. On a dit que ça allait aller mieux, on a dit qu'on allait s'y retrouver, on a dit que la compétitivité allait du bon, et puis tout augmente, alors que bien souvent les salaires, évidemment, n'augmentent pas de la même façon. Mais est-ce qu'il y a le choix ? Est-ce que finalement on n'a pas d'autre option que d'adapter ces services publics au marché ? Les adapter à la situation. Déjà, ils rendent un service public, donc on peut accepter l'idée qu'il y a certaines sphères de l'activité économique qui ne doivent pas être directement bousculées, comme d'autres secteurs, avec les règles du marché. Voilà. Feriez quoi de différent si vous étiez aux manettes ? Par exemple, il s'agit d'avoir une intervention publique plus importante, mais après, ça conditionne évidemment que du point de vue de la fiscalité, on revoit toute une série de choses aujourd'hui. Là, je dérive un peu, mais on voit bien qu'il y a des choix qui ont été faits, économiques, qui consistent à dire qu'il faut baisser toutes les cotisations des entreprises. Je pense à ce qu'on avait appelé le CICE, ça a changé un peu de nom, qui fait que c'était 20 milliards une année de recettes en moins pour l'État, 40 milliards même l'année dernière. Donc on a dit, vous allez voir, ça va avoir un effet. Progressivement, on déshabille l'État, on l'amène à s'interroger à ce qu'on va supprimer le nombre de fonctionnaires. On réduit chaque fois ce qui est le périmètre de l'État, et l'État est l'outil et le service public d'une redistribution, et de la possibilité que la République soit pas seulement un mot inscrit, mais que certaines activités, je le répète, le prix de l'électricité, le fait qu'on puisse communiquer, tout ça n'est pas uniquement soumis à une sphère marchande, d'accord ? Alors à partir de là, dans le détail, ça répond peut-être pas à votre question, mais c'est un autre état d'esprit qui consiste à dire non, tout ça c'est du baratin, tout marché, il faut uniquement appliquer le prix parce que finalement, quel que soit le prix, il y aura ceux qui finalement se le payeront pas et puis ceux qui se le paieront, ce qui n'est pas mon modèle. Mais mon raisonnement s'applique aussi à l'hôpital, s'applique à l'école, etc. Alors justement, Alexis Corbière, la question quand on est chef de l'État ou chef de gouvernement, c'est une question d'arbitrage où on décide de placer de l'argent, d'investir de l'argent. On est en phase caniculaire, on sort de cette phase. Seconde, vous l'avez vécu comme tout le monde. Parce que c'est le sujet. Seconde canicule en moins d'un mois, et on se rend compte que finalement nos infrastructures sont peut-être pas forcément adaptées. Hier, on avait le patron des urgences de l'hôpital Pompidou. À Pompidou, ça va, il y a des salles climatisées, mais il y a énormément d'hôpitaux qui sont absolument pas adaptés. On pourrait parler de la SNCF, on a Thalys, là, le réseau Thalys qui ne vend plus de billets aujourd'hui parce que avec cette chaleur, c'est trop compliqué de faire circuler les trains, et donc ils sont obligés de limiter la circulation. Qu'est-ce que vous feriez en termes d'investissement, par exemple ? Est-ce qu'il faut investir énormément d'argent dans les hôpitaux pour les adapter ? Il faut tout bouleverser, il faut une transition écologique réelle. Il faut végétaliser, par exemple, aller vers une végétalisation des toits dans les grandes agglomérations. Chaque fois qu'on coupe un arbre, on voit bien les conséquences que ça a. Les arbres participent à la fraîcheur, etc. Mais fondamentalement, que les choses soient claires, bien sûr qu'il y a toujours eu des canicules dans l'histoire du climat et l'histoire de l'humanité. Mais là, on est rentré dans une période où il y a une accélération des canicules. Elles ont lieu de plus en plus régulièrement et elles sont de plus en plus fortes. C'est ça le fond du sujet. Mais donc ça veut dire qu'il faut changer de logique économique. Exactement. Tout ça, c'est pas dû au fait que, écoutez, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est que tout le monde s'accorde à dire que nous sommes entrés aujourd'hui dans l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire que l'activité humaine modifie le climat. D'accord, Alexis Corbière, mais comment on fait pour s'adapter sans taper au portefeuille et uniquement au portefeuille des Français ? Si on est tous d'accord sur le fait que notre modèle économique participe au réchauffement de la planète, eh bien, on ne vote pas, par exemple, comme on a fait il y a 2 jours, un traité de libre-échange nommé CETA, avec le Canada. Il y a d'autres traités derrière. Si on fait ça, et en même temps, on reçoit cette jeune fille qui s'appelle Greta Thunberg, qui n'est qu'un symbole, mais qui porte la voix, elle a 16 ans, et on peut pas l'applaudir,
et dire elle a raison, il y a l'urgence. Écoutez tous ces scientifiques qui nous disent que d'ici 11 ans, si on ne divise pas par 2 l'émission de gaz à effet de serre, c'est irrémédiable. On peut pas dire ça et en même temps avoir un traité de libre-échange dont même les études, monsieur Schubert, nommé par le président Macron, a considéré que ce traité, le grand oublié, c'est le climat, et après dire aux gens buvez de l'eau fraîche. Oui, ça très bien. Merci de nous le dire. Après, ne même pas, donc par vous exemple... dites ça pour qui? Pour les députés de La République En Marche qui ont applaudi Greta Thunberg le midi et qui ont voté le CETA l'après-midi. Madame Brune-Poirson était au premier rang face à Greta Thunberg. Merci, vous nous donnez de l'espoir. Et en même temps, l'après-midi... Non, ce que je veux dire, vous c'est l'avez que... pas voté ce traité, très clairement. J'ai voté contre. Et même des députés En Marche, beaucoup ont voté contre ou se sont abstenus, qui montrent que même au sein du gouvernement... Mais pourquoi vous votez contre ce traité? Ça supprime les droits de douane pour 98% des produits qu'on échange avec le Canada. Parce que ça participe au grand déménagement de la planète, à la circulation de ces marchandises qui pourraient être produites sur le territoire national. Il faut aujourd'hui relocaliser l'économie, faire des circuits courts, et que ce grand déménagement de la planète participe à ce que je disais tout à l'heure, à l'émission de gaz à effet de serre qui participe au réchauffement. C'est de l'activité humaine, c'est ce que j'appelle par ce mot l'anthropocène. Ça n'est pas pour rien. Écoutez, qu'est-ce que nous disent les scientifiques? Le réchauffement de la planète amène à ce que vous avez une fonte de la calotte glaciaire qui modifie ce qu'on appelle le jet stream, qui est un courant qui est régulé. Cette modification, pour aller vite, participe à ce réchauffement. Si on sait ça aujourd'hui, ça veut pas dire qu'on va claquer des doigts et dès demain on va régler le problème. Mais on se dit, on prend les mesures. Moi, je suis en plus, mon épouse, elle est française, chilienne et canadienne, d'accord? J'ai des enfants qui sont franco-canadiens. Donc le Canada est un magnifique pays. On va continuer à commercer avec eux. Mais là, l'idée, c'est de baisser tout pour faire entrer du bœuf. En plus, notre filière bovine s'interroge, etc., etc. Donc mon problème n'est pas de s'enfermer, mais de dire, les amis, on calme tout ça. Parce que ça participe au dérèglement de la planète. Si à partir de là, je répète, la seule réponse du gouvernement, c'est faire que les ministres passent leur journée d'hier à distribuer des gourdes d'eau fraîche, c'est sympa. Merci. Bon, mais c'est pas ça qu'on leur demande. Ils ont pris la canicule au niveau auquel il fallait. Non, mais ils ont été choqués par le syndrome Mattei 2003 parce que le type en polo venait dire il n'y a pas de problème alors qu'il y a des 20 000 morts. Oui. Mais au-delà de la communication, le problème, face à la chaleur, c'est pas le grand show qu'on leur demande, c'est SHOW. C'est des actions qui limitent ça. Et je le répète, bande d'hypocrites, j'ai envie de dire, votre gourde d'eau fraîche est peu par rapport au traité de libre-échange et aux mesures économiques qui ne rompent pas avec ce système. Et vous mettez la planète en danger. Alors c'est pas que monsieur Macron, c'est pas que ce gouvernement, mais il ne tranche pas, il ne mène pas une rupture pour aller vers la transition écologique. Et c'est elle qui évitera ces canicules qui sont dangereuses et qui bousillent le climat à un point irrémédiable. Corbière, mercredi, c'était le dernier Conseil des ministres. Quel bilan vous faites de cette année politique, notamment pour Jean-Luc Mélenchon, votre chef de file chez la France Insoumise? Il est en vacances au Mexique, il se ressource, dit-il. Mauvaise année pour Mélenchon? Vacances, il fait une série de conférences, il a été rencontré par le président mexicain, il est allé visiter mais il dit lui-même, je vais me ressourcer. Oui, mais il a visité le mur notamment, enfin visité, vu cette catastrophe du mur mis par Donald Trump. Bon, il fait de la politique, et vous savez bien. Bon, mais après, il a le droit de prendre des vacances aussi. Oui, mais pour l'instant, il est plutôt au boulot. Oui. Mais c'est lui-même qui dit je me ressource. Mauvaise année pour lui, c'était ça la question. Non mais après, je veux dire, on va être honnête, bien sûr, c'est une année, notamment le résultat électoral aux européennes n'est pas à la hauteur de ce que nous attendions. À la fois, c'est décevant pour nous, mais finalement, ça c'est peu de choses, c'est notre affaire. Mais c'est surtout qu'en termes de résistance politique par rapport à ce gouvernement, on voit bien qu'il y a un rouleau compresseur de mesures qui sont prises, qui aujourd'hui crée souvent de l'abstention, et nous ne sommes pas l'outil aujourd'hui, aux yeux de millions de gens, qui a été saisi à l'occasion de cette élection pour résister face à ce gouvernement. Bon, très bien, il faut en tirer des leçons, on va se reformater, discuter, etc. Je veux dire, le problème, c'est pas nous. Le problème, c'est comment on évite parce que ces élections européennes, elles arrivent après 6 mois de crise de gilets jaunes. Vous êtes passé à côté de cette crise des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement dans la société qui n'est pas à la résignation. C'est ce que nous disent les gilets jaunes. Mais qui prend la forme de gens qui se mobilisent en disant on veut plus des partis, on veut plus des syndicats, mais on est prêt à se mobiliser. Ça, c'est bien. On n'a pas un peuple résigné. Oui, enfin, ils ont plus voté Rassemblement National que la France Insoumise. Non, mais participez pas à ça, parce que quand vous dites ça, non, ça c'est pas vrai. C'est l'analyse du scrutin. Pour l'essentiel, les gilets jaunes sont souvent très abstenus, d'accord ? Et la part qui est venue voter, il y en a une part qui a voté Front National, il y en a aussi une part significative qui a voté France Insoumise. Mais c'est pas, et donc, là où je dis, c'est que ne participons pas nous-mêmes à faire tout le temps des cadeaux au Front National, à dire les ouvriers votent Front National. Non, majoritairement, ils s'abstiennent. Les gilets jaunes votent Front National. Non, ce n'est pas vrai. D'accord ? Plus que la France Insoumise, en tout cas. Bon, bref, on va pas batailler pendant des heures sur les chiffres. Franchement, c'est pas exact, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. La question, c'est comment aujourd'hui on est une force utile à une résistance et puis même à gagner des conquêtes nouvelles. Je prends l'exemple des retraites, parce qu'après tout, on s'en fiche de la France Insoumise. Le sujet des retraites qui vient est une offensive contre nos droits. Ce que nous dit le gouvernement, c'est qu'il va falloir travailler plus longtemps pour avoir droit à une retraite
qui ne sera pas amélioré, voire même qui sera en régression. Globalement, on va travailler au moins jusqu'à 64 ans. Est-ce qu'il y a le choix? Oui, il y a le Le choix. vieillissement de la Oui, il y a le population, choix. la pyramide des âges, est-ce qu'il y a le choix? Alors Alexis oui, il y a le Corbière. choix. Il y a le choix dans un pays qui est riche. La question, c'est qu'il faut voir comment on organise une autre assiette de cotisation éventuellement pour qu'on ait droit à des retraites. Aujourd'hui, il y a une accumulation de richesses qui n'est sans précédent sur une minorité. Si on modifie pas le système, mais par ailleurs, même au-delà, est-ce que vous trouvez... Je tiens à dire des petites choses, par exemple, la moyenne d'âge en bonne santé, c'est 63,6 ans aujourd'hui en France. D'ailleurs, ça recule. Et particulièrement chez les hommes, c'est 62,5 si je dis pas de sottises. D'accord? À partir de là, un Français sur deux, au-dessus de 62,5 ans, il est en mauvaise santé. Le système Jean-Paul Delevoye, soutenu par le gouvernement, fait qu'on partira à la retraite sans qu'on subira une décote à 64 ans. C'est-à-dire que la moitié des gens qui vont partir en retraite vont partir à la retraite déglingués. Est-ce que c'est ça qu'on veut? D'accord. Ou est-ce qu'on réfléchit Alexis à notre Corbière, modèle? vous donnez rendez-vous à la rentrée, il y a des journées d'action syndicale, sauf que les syndicats, ils vont en ordre dispersé. Ok, je suis pas dirigeant syndical. Moi, je dis le travail qui est le mien et je vous remercie de me donner la parole. C'est d'expliquer aux Français, ils sont en train de vous embobiner. Danger, je tire la sonnette d'alarme. On va travailler au moins pour avoir droit à une retraite complète jusqu'à 64 ans, ce qui est en recul. Moi, je suis favorable à la retraite à 60 ans. Il est absurde de garder les vieux sur le marché du travail si on va faire rentrer des jeunes. De plus, on sait très bien que le nombre de gens qui subissent des licenciements après 50 ans, les carrières cassées, alors que jusque-là, c'était sur 25 ans des meilleures années de cotisation, là, c'est sur toute votre carrière. Vous allez vous faire prendre les poches et je termine sur le système avec un système de retraite à point où vous ne connaîtrez pas le montant de votre retraite au moment où avant de partir en retraite, ça dépend de votre classe d'âge. Donc c'est une arnaque. Et en plus, arnaque, même Jean-Paul Delevoye a donné des faux chiffres. Il bidonne, même, vous avez suivi ce scandale. Le journaliste, le Parisien l'a relevé. Il a montré des tableaux dans lesquels il bidonne. Donc ce sont des menteurs, ils veulent faire les poches. Les amis, passez de bonnes vacances au mois d'août, au mois de septembre, il faudra défendre les retraites. Dernier mot, la difficulté pour vous, c'est que la rentrée, elle va être marquée par ce procès devant le tribunal correctionnel de Bobigny, Jean-Luc Mélenchon, vous-même aussi, Alexis Corbière, convoqué donc pour répondre des actes qui avaient eu lieu lors de, vous vous en souvenez, de cette perquisition au siège du parti 16 octobre 19 2008. et 20 septembre. Voilà, et donc ça va marquer l'actualité de la rentrée. Acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. Vous regrettez ce qui s'est passé ce jour-là? Oui, ça c'est sûr, il faut toujours regretter ce qui s'est passé. Écoutez, il y aura un procès, comme dirait l'autre, les arguments, on va les donner à cette occasion, on se défile pas, personne ne fait jouer l'immunité parlementaire, on va aller, on va présenter nos arguments. Mais donc vous regrettez votre attitude? Mais je veux dire, comme je pense qu'il y a eu un acharnement, une disproportion qui a eu lieu, 110 personnes mobilisées, 15 points de perquisition, je vais vous dire, il y a un nombre de scandales qu'il n'y a pas un tel dispositif policier, d'accord? Quand c'est la France insoumise, on a pris nos fichiers. Vous répondez pas à ma question. Non, mais si j'y ai répondu, c'est-à-dire que je regrette le tout, la disproportion et l'acharnement qu'il y avait contre nous. Je regrette par exemple que quand il s'agit de Monsieur Benalla, on vient frapper chez lui et les policiers, il n'y a pas les clés quand on revient. Quand c'est nous, non mais moi ma réaction, je l'ai déjà dit. Par exemple moi, il y a un policier devant moi qui a fait tomber un militant. J'ai dit on ne touche pas les militants. Je pense que c'était brutal. Mais je vais vous dire, vous allez me réinviter moi ou un autre. Vous verrez à cette occasion de son procès, y compris moi, j'ai vu pour la première fois, ça fait 3 semaines ou un mois que la presse avait dit que j'étais convoqué, je n'avais pas eu de convocation. Ça fait quelques jours que je l'ai récupéré. Les raisons, les choses qui me sont reprochées sont quasiment un gag me concernant. Mais on en reparlera au mois de septembre, d'accord? Mais enfin bon, rendez-vous au mois de septembre, mais pour défendre les retraites. Pour ce qui est de la France insoumise, vous savez, c'est une question secondaire. Bon été à tous, et je rappelle quand même que... Dernier mot. Ouais, un enfant sur 3 part en vacances, actuellement. D'accord, faut penser à eux. Il y a des communes qui mettent en place des dispositifs, donc c'est pas les vacances pour tout le monde. Pensons aux plus démunis. Allez.